Jean-Baptiste Comby, bonjour. Vous êtes sociologue. Vous publiez La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public aux éditions Raison d'agir. Dans ce livre, vous expliquez que la médiatisation du sujet climat et du sujet dérèglement climatique s'est faite par sa dépolitisation. Pouvez-vous décrire par quel processus et quel rôle les journalistes ont joué? Alors effectivement, au début des années 2000, plus précisément à partir de 2003-2004, la question climatique fait l'objet d'un traitement médiatique régulier, récurrent. Juste là, on en parlait essentiellement au moment des sommets diplomatiques comme Kyoto par exemple ou Johannesburg. Et donc à partir de 2003-2004, on en parle de façon beaucoup plus régulière entre les sommets diplomatiques et c'est lié à les journalistes spécialisés environnement ont joué un rôle très important. Ils ont joué un rôle important d'une part parce qu'ils se sont mobilisés au sein de leur rédaction sur plusieurs années. On voit que l'environnement devient une spécialité journalistique à part entière à la fin des années 90, début des années 2000. C'est là que ça se met en place avec des rubriques dédiées, des services dédiés dans les rédactions. Et donc ça, c'est le résultat de la mobilisation au cours des années 90 d'un certain nombre de journalistes qui, dans ces médias généralistes français, ont cravaché d'une certaine façon pour dire il faut qu'on parle d'environnement plus régulièrement, il faut surtout qu'il y ait des journalistes spécialisés sur l'environnement. Et justement, ces journalistes spécialisés, à partir du moment où ils ont obtenu cette forme d'institutionnalisation, c'est-à-dire davantage aussi de place dans leur rédaction, dans leurs médias, eh bien, ils ne pouvaient plus tout faire tout seuls. Donc du coup, d'autres journalistes sont venus sur cette thématique, et ces journalistes, eux, ils avaient des profils différents, généralement plus souvent passés par des écoles de journalisme, ils venaient souvent de milieux sociaux légèrement plus favorisés, et puis surtout, ils traitaient l'environnement parce qu'on leur avait proposé, mais pas parce que c'était une conviction qui était déjà là chez eux, chez ces journalistes. Et du coup, ces journalistes ont proposé un mode de traitement, un mode de cadrage des enjeux environnementaux qui était beaucoup plus conforme aux attentes des rédacteurs en chef et donc aussi, à travers les rédacteurs en chef, aux attentes des logiques, des contraintes économiques marchandes qui pesaient sur les médias. Et du coup, ça favorisait un traitement dépolitisé dans le sens où on ne parlait pas des sujets qui fâchent, quoi. On ne parlait pas des logiques, par exemple, marchandes, économiques, propres au capitalisme, qui sont quand même, au départ, interrogées par la question écologique. Bon, tous ces sujets-là, évidemment, étaient mis de côté, et donc, du coup, ça a généré un traitement dépolitisé. Dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que ces journalistes se mettent autant à parler d'éco-citoyenneté, de bons conseils, des bons usages en écologie? Alors c'est vrai que les journalistes vont, à partir de cette période-là, en effet, faire beaucoup de reportages où ils vont souvent d'ailleurs chez des individus lambda pour montrer comment un tel va isoler sa maison ou un tel va modifier ses comportements d'achat ou de mode de transport. Bon. Donc, effectivement, se faire les relais de cette rhétorique éco-citoyenne qui n'est pas nouvelle à ce moment-là, mais qui explose effectivement au milieu des années 2000, parce que, et c'est là la réponse à votre question, parce que c'est le cœur des politiques publiques en France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est des politiques publiques d'incitation avec des crédits d'impôt, des prêts à taux zéro, donc incitation fiscale essentiellement, aussi tout ce qui est étiquetage, ou bien par exemple le slogan que les vendeurs d'énergie sont dans l'obligation légale de dire, à savoir l'énergie est notre avenir, économisons-la, ça c'est un décret de loi aussi. Donc on voit bien qu'il y a une politique publique qui est très, très importante et qui consiste à inciter. Et donc pour inciter avec ces outils fiscaux, il faut que les agents de l'État, les fonctionnaires qui ont mis en place ces politiques publiques, avec leurs experts, etc., et aussi beaucoup d'associations, la Fondation Nicolas Hulot, par exemple, a participé à cette politique publique, et d'autres associations. Ils ont dit, mais pour que les individus se saisissent de ces propositions fiscales, de ces aides fiscales, il faut qu'ils soient bien informés. Donc il faut que les journalistes, d'une certaine façon, participent à cet effort de sensibilisation, d'incitation, en appui d'une campagne de communication publique qui a été exceptionnelle, qui a duré 9 ans à la même signature, on n'avait jamais vu ça en France. Et dans cette campagne de communication publique, il y avait, donc c'était économie d'énergie faisant vite ça chauffe, il y avait donc des spots publicitaires classiques, mais il y avait aussi une dynamique partenariale auquel ont été associés de nombreux journalistes. Alors les journalistes ont relayé cette politique publique-là, de façon des fois un peu d'ailleurs grossière, mais bon, ils se sont pris dans leurs contraintes. Et puis ils l'ont relayé d'une autre façon, je
terminerai là-dessus, sur la question, ils l'ont aussi relayé en se disant qu'il fallait rendre sensible le changement climatique. Puisqu'il y a eu un effort, et c'est tous les acteurs, les agents qui sont mobilisés sur la question climatique, associatifs, fonctionnaires, scientifiques, journalistes, partager l'idée qu'il fallait sensibiliser le plus grand nombre. Et sensibiliser aux deux sens du verbe, c'est-à-dire rendre sensible pour faire prendre conscience. Et les journalistes, eux, leur boulot, c'était de rendre sensible, notamment en parlant essentiellement des conséquences du problème, montrer en quoi c'était un problème, quoi, justement, et en quoi ça pouvait créer des dommages très importants pour les écosystèmes naturels, mais aussi pour les sociétés humaines. Et cette sensibilisation, pour vous, contribue également à la dépolitisation du traitement du sujet climat? Oui, parce que ça met l'accent, ça fait du climat une affaire non pas de choix collectifs qui seraient pris dans la sphère publique, mais bien plus une affaire de morale individuelle qui serait confinée à la sphère privée, des comportements individuels. Alors, tout dépend évidemment de comment on définit le politique pour parler de dépolitisation. Là, je suis dans une approche du politique au sens macro-social, de gouvernement des structures sociales, c'est-à-dire d'organisation de la vie collective, de la vie en société. À partir du moment où on met l'accent sur le changement, non pas d'organisation sociale, mais de changement individuel, on est dans un mouvement de dépolitisation. Et la sensibilisation, c'est ça. C'est 50% des Français sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. C'était ça le chiffre que je discute et que je déconstruis un peu dans le livre, qui venait justifier ces politiques publiques-là. Donc en mettant, voilà, c'est une forme de dépolitisation. Il y en a d'autres, hein, ça peut être en mettant, on les voit d'ailleurs, on voit d'autres formes se développer depuis, plutôt en disant c'est un problème de technologie, un problème technique, ou un problème seulement marchand et comptable. Bon, ou un problème individuel. Et tout ça fonctionne ensemble, hein. C'est des déclinaisons d'une même philosophie qui consiste à faire du climat un problème qui ne remet pas en cause l'ordre social, donc le politique, au sens macro-social, mais qui remet en cause d'autres choses, ce qui permet aussi de conserver ce que j'appelle l'ordre social capitaliste. Ce que vous expliquez également dans le livre, c'est que ces prescriptions de l'éco-citoyenneté bénéficient symboliquement aux classes supérieures, quand bien même elles sont les moins respectueuses de l'environnement. Comment pouvez-vous expliquer à la fois ce phénomène et ce paradoxe? Alors, c'est effectivement ce que j'ai appelé dans le livre le paradoxe social de l'éco-citoyenneté. C'est-à-dire que finalement, on met l'accent sur les bons comportements, sur les attitudes exemplaires, ce qu'il faut faire pour protéger la planète. À aucun moment donné, plutôt, on met l'accent sur les mauvais comportements ou les mauvaises attitudes. Parce que les mauvais comportements, eh bien, c'est des comportements qu'on retrouve plutôt au sein des classes moyennes supérieures. Et puis d'ailleurs, on parle de comportement et non pas de style de vie, au sens de l'ensemble des comportements qui donnent un style de vie, l'ensemble des pratiques ordinaires. Bon. Parce que si on mettait l'accent sur les mauvais comportements ou sur les styles de vie les plus pollueurs, effectivement, on pointerait du doigt les comportements des classes sociales supérieures. Alors, parce que ces comportements-là ou ces styles de vie qui émettent le plus de gaz à effet de serre pris dans leur ensemble. C'est-à-dire que sur un comportement en particulier, par exemple les comportements d'alimentation, ils peuvent être peut-être moins émetteurs sur une période donnée que des comportements d'alimentation, des caractéristiques des milieux populaires. Mais si on prend l'ensemble, les statistiques qui sont produites, qui sont disponibles, et qui d'ailleurs, au gré plus il y en a, plus elles se précisent et s'affinent et confirment les premières, montrent que ce sont les styles de vie socialement valorisés, qui sont ceux auxquels le plus grand monde aspire, qui sont paradoxalement les plus problématiques pour l'environnement. Donc si effectivement on se disait on va sauver la planète en faisant en sorte que les gens changent de comportement individuel, on se dirait bon, on va cibler les comportements les plus problématiques. Or ce n'est pas du tout ce qu'on fait, puisqu'on met plutôt l'accent sur les bons comportements. Quels sont ces comportements les plus problématiques ? Ça peut être par exemple le fait de prendre l'avion régulièrement, ça va être le fait de rouler avec des voitures qui consomment plus, des SUV par exemple, et ça va être aussi par exemple l'utilisation de la climatisation. Voilà. Donc c'est-à-dire que plus on a de capital économique, plus on a une propension à consommer de l'espace, parce qu'on va aussi plus vite. Enfin, voilà, c'est aussi le fait qu'on a des logements plus grands, donc plus de surface à éclairer et à chauffer. Bon, c'est un ensemble de choses, voilà. En particulier. Alors, bon, et pour revenir sur votre question,
Du coup, comment se fait-il qu'ils en profitent? C'est parce que aussi, ce discours de la bonne volonté écologique, c'est un discours qui leur convient parfaitement, parce que d'une part, on voit, je l'ai expliqué, ils ne le remettent pas en cause, mais en plus, ça leur permet de faire preuve d'une forme de citoyenneté, et du coup, de montrer leur intégration à la société, leur souci pour l'écologie, pour cette cause-là qu'ils voient apparaître, alors que, paradoxalement, ceux qui polluent le moins, parce qu'ils ont peu de ressources économiques, bon, ont d'autres chats à fouetter que les problématiques écologiques. Non pas qu'ils s'y désintéressent, non pas qu'ils ne les comprennent pas, ils sont très conscients, mais ils ne se retrouvent pas, en tout cas, dans le discours écologique conventionnel, officiel. La question qu'on pourrait vous poser, c'est, au fond, l'individualisation est-elle toujours conservatrice? Est-elle toujours porteuse d'une idéologie conservatrice? Parce que finalement, dans le raisonnement que vous faites, la question de la subjectivité, de la psychologie de l'individu semble assez absente. Vous considérez que ça ne joue absolument pas? Alors, je pense que l'individualisation peut aussi être émancipatrice, bien entendu. Tout dépend de quel est l'arrière-plan politique sur lequel elle s'appuie. Parce que, par exemple, cette question du changement de comportement individuel en matière écologique, il est aussi très présent chez les écologistes les plus radicaux. Du coup, il y a un peu cette espèce de paradoxe, de trouble, qui d'ailleurs crée la confusion, je pense, au sein du mouvement écologiste. C'est-à-dire qu'on a un discours d'individualisation qui est de type néolibéral, celui que j'ai un peu abordé, que je développe dans le livre, qui est soutenu par des politiques publiques et qui consiste à dire il suffirait de changer les comportements individuels pour changer la société. Et donc là, il y a une dissociation, un découplement du changement individuel et du changement social collectif. Or, le changement individuel peut aussi être couplé, pour le coup, associé à une transformation sociale. Et à ce moment-là, il peut ouvrir des voies pour une émancipation. Parce que simplement, ce que j'essaie de défendre dans le livre, c'est finalement un des acquis, je pense, des sciences sociales depuis un siècle. C'est-à-dire que l'individu, c'est du social incorporé. Et que donc la transformation sociale et la transformation individuelle ne peuvent aller que de pair, ou doivent aller de pair pour qu'elles soient faites de façon démocratique, de façon émancipatrice plutôt. Et donc voilà un petit peu comment. Je pense qu'il faut pas rejeter le discours du changement de comportement individuel, mais il faut veiller à toujours bien l'associer avec un arrière-plan de politique de transformation sociale et écologique des sociétés. Et du coup, d'ailleurs, on voit que les changements de comportement individuels qui sont pensés ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Est-ce que ce récit de l'individualisation émancipatrice, ce n'est pas ce qu'on trouve dans la presse militante, écologiste, que ce soit Silence, La Décroissance, L'Âge de Fer, qui continue de prospérer malgré la professionnalisation des journalistes environnement dans les médias dominants? Et on pourrait se dire qu'il y a un partage des tâches entre ces deux catégories de médias et de journalistes. Alors, je ne sais pas s'il y a un partage des tâches. J'aurais plutôt tendance à dire que le discours officiel de l'individualisation vient un peu pervertir le discours plus historique et militant auquel vous faites référence. Par ailleurs, on voit aussi se développer finalement deux espaces de débat public. Un espace conventionnel où c'est le discours plutôt néolibéral, réformiste qui prospère. Et puis effectivement, un espace de débat, alternatif de débat public. Mais je pense qu'il y a peu de liens, je pense, entre les deux. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler de partage, quoi. Le deuxième est intéressant parce que justement, il plaide aussi, il est associé, comme je disais tout à l'heure, à une dynamique politique de transformation sociale qui a pour objectif de faire en sorte de créer les conditions sociales de cette individualisation émancipatrice. Dans ce contexte-là, que peut-on penser du discours sur les solutions que l'on voit prospérer depuis ces derniers mois en France ? Alors c'est vrai que cette rhétorique des solutions, elle a été très forte parce que c'est comme ça que les politiques, les gouvernements, et notamment le gouvernement français sous l'égide de Laurence Tubiana, que ces gens-là donc, ont voulu cadrer, en tout cas créer un récit autour de la COP21. C'était la COP des solutions. Les précédentes étaient plutôt les COP de l'alerte, etc. La COP des solutions, l'agenda des solutions, le pavillon des solutions. Et au niveau du mouvement écologiste, de la société civile, c'était aussi l'accent mis sur les solutions. Alternativa, c'est des solutions pour. Donc il y a finalement un consensus cette fois sur les solutions.
Et du coup, à mon avis, il faut être vigilant parce qu'on a vu du coup émerger, et c'est dans le prolongement des logiques sociales que je décris dans le livre, un discours consistant à dire on va transformer les sociétés parce qu'on a pris acte qu'il fallait passer vers des sociétés post-carbone, des économies décarbonées, donc on va transformer les sociétés. Et on va transformer les sociétés, mais sans transformation sociale, sans transformation des structures sociales. Donc il y a ce discours qui dit comme ça, peut paraître un peu surprenant, mais c'est pourtant vraiment comme ça qu'on le voit émerger, y compris au sein des scientifiques du climat. Et du coup, une des questions aujourd'hui qui se pose à nous, je crois, c'est quels sont les modes légitimes de transformation des sociétés. Et peut-on transformer des sociétés sans transformation sociale? En tant que sociologue, j'en doute. Ou alors, ça serait la question démocratique qui se poserait dans ce cas-là.